Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de d'habitude, puisque j'ai demandé à ChatGPT de me donner son avis sur un certain nombre d'éléments sur les sacs de luxe, et on va voir ensemble si je suis d'accord avec lui ou pas. Spoiler alerte, pas vraiment. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, me rejoindre sur Instagram, tout ça, et merci d'avance. Alors on attaque, honnêtement c'est la première fois de ma life que j'utilise ChatGPT, je suis le genre de personne... Je pense que je suis quand même moderne, disons, mais c'est le genre de truc qui m'intéresse pas plus que ça de base quand c'est sorti. Enfin, j'ai jamais eu la curiosité en fait de m'intéresser à ce truc-là. Et en fait, c'est l'une de vous qui m'a donné l'idée de faire des vidéos, enfin d'aller demander des trucs à ChatGPT pour faire mes vidéos. Enfin, je sais pas, que ça pourrait m'aider à trouver des thèmes, ou vu que j'étais un peu en galère de thèmes et tout. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais demander à ChatGPT de me dire en fait, de me faire en fait une sélection de sacs pour comparer. Donc là j'ai posé deux questions très simples. Alors apparemment pour ChatGPT, plus on pose des questions précises, mieux c'est, plus ça le nourrit. Moi j'ai posé des questions assez simples, donc deux questions. J'ai demandé quels sont les sacs tendance 2024, quels sont les sacs tendance 2025. Donc voilà, question sac tendance, et quels sont les meilleurs investissements 2024-2025, pour avoir un peu un comparatif, pour voir ce qu'il propose. Et vous allez voir que sur une des deux questions, je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque, mais on va voir ça tout de suite. Donc après, je pourrais faire, si ça plaît, je pourrais faire d'autres vidéos avec ChatGPT en mode, je sais pas, sur des questions plus précises, des sélections de sacs, enfin je sais pas trop. Pourquoi pas, enfin dites-moi si vous avez des idées. Enfin je sais pas, je trouvais ça marrant, moderne, genre oulala, on utilise l'intelligence artificielle dans ces vidéos, waouh. Mais voilà, donc c'est parti. Donc on commence avec quels sont les meilleurs investissements. Donc pour 2024, pour 2025. Donc je vais commenter en fait ce qu'il nous dit pour 2024 d'abord, et ensuite ce qu'il nous dit pour 2025. Après honnêtement, j'ai pas... Enfin après c'est des questions d'anticipation, enfin moi comme ça personnellement je pourrais pas vous dire quels sont les meilleurs sacs investissements, enfin quels seront les meilleurs investissements en 2025, même si de toute façon quand on parle d'investissement, même si je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, moi je trouve cette idée d'investissement c'est un peu surfait, mais en gros c'est, pour moi c'est un peu quels sont les sacs qui vont perdre le moins en valeur, enfin je le prends un peu comme ça, et donc de fait c'est de manière un peu générale, c'est toujours les mêmes, hein. Ça va toujours être les classiques Birkin, Kelly, peut-être Constance, enfin en gros la Trinité Hermès, éventuellement le Timeless Chanel, quelques Vuitton, enfin pour moi c'est ces sacs là, donc on va voir si c'est ça qui sort avec ChatGPT. Sur 2024, donc ChatGPT me dit, en 2024, certains sacs continuent de se démarquer comme de bons investissements en raison de leur rareté, de leur marque et de leur qualité. Voici quelques modèles et marques à considérer. Donc évidemment, premier, il me cite Birkin et Kelly. Ces sacs sont des incontournables, ont une forte valeur de revente. Édition limitée et couleurs rares sont particulièrement prisées. Bon là je suis complètement d'accord, la base de l'investissement pour moi c'est les seuls sur lesquels où on peut dire que selon la couleur, parce que je trouve que c'est pas non plus vrai pour tout, et ça se vend quand même de moins en moins bien j'ai l'impression, mais globalement c'est un des rares sacs où on peut éventuellement le revendre plus cher que ce qu'on l'a acheté, hors édition très limitée Chanel, Vuitton, mais sinon voilà c'est les seuls modèles où voilà vous achetez un Kelly, un Birkin noir ou gold, finition dorée par exemple, ça vous le payez 9000, à peu près 9-10 000 euros, bah, vous savez que si vous voulez le revendre, vous allez retrouver vos petits. Voilà. Ça pour moi c'est vrai que sur ces sacs là, toujours pareil, hors édition limitée spécifique d'autres marques, mais sinon voilà. Mais par contre, on voit bien que quand même, moi je vois des annonces sur certains sites pour des Birkin et des Kelly, peut-être des trucs moins, des couleurs un peu plus spécifiques, enfin j'en sais rien, où ça met longtemps à se vendre, et où je pense que ça se vendra pas forcément plus cher que ce que la personne avait acheté, enfin si elle l'a acheté on va dire récemment. Donc bref. Ensuite ça nous dit le Chanel Classic Flap. Le sac Chanel est un classique intemporel, sa valeur tend à augmenter au fil des ans, et surtout les modèles en cuir caviar et ceux avec des chaînes en surtout les modèles en cuir caviar et ceux avec des chaînes en métal doré. Bon alors là déjà il est un peu, voilà, parce qu'en général le classique flap, il est quand même très, la plupart du temps il est en métal doré pour le coup. Est-ce qu'il y a des classiques flap? Si, il y en a aussi en argenté. Effectivement les dorés sont beaucoup plus courus, ça c'est clair. Valeur tend à augmenter au fil des ans, alors oui, parce que la cote, elle augmente en neuf, par contre en seconde main... Donc c'est pour ça que là, en fait, je sais pas si ChatGPT considère vraiment la partie investissement. Enfin, au même titre que nous, genre investissement pour si on veut le revendre pour la seconde main, je sais pas. Donc valeur tend à augmenter, oui, mais la valeur en seconde main ne suit pas la valeur du neuf, au final, donc moi je trouve qu'en termes d'investissement, c'est pas forcément une bonne idée. Comme je disais déjà... qui a les moyens d'acheter en seconde main, ou surtout qui a les moyens et qui a envie d'acheter en seconde main des sacs à 6 000, 7 000, 8 000 euros. Vu que le neuf il coûte 10 000, en seconde main, on va pas le brader à 3 000. Enfin,
mais qui a les moyens? Moi je trouve pas grand monde. Les moyens et l'envie, surtout que c'est des sacs qui sont pas difficiles à avoir en boutique finalement. Même s'ils ont essayé de mettre une politique, je crois on peut avoir que 1 ou 2 classiques dans l'année, machin, mais c'est quand même pas des sacs vraiment si difficiles que ça à obtenir en boutique, enfin j'ai pas l'impression. Donc bon, je suis pas complètement d'accord. Et surtout il dit que les modèles en cuir caviar augmentent au fil des ans. Moi j'ai l'impression que les gens ils cherchent quand même plutôt l'agneau, qui est un peu le classique. Alors peut-être pour la durabilité, il y a des gens qui préfèrent de caviar. Autant le cuir caviar sur les mini, parce que là ce n'est plus produit par Chanel, là je pense qu'effectivement on peut revendre plus cher, mais vraiment sur le mini. Par contre sur le classic flap taille normale, où le caviar il est toujours produit et tout ça, honnêtement moi je suis pas complètement d'accord, je pense que les gens ils cherchent plutôt le cuir d'agneau, mais bon peut-être que je me trompe. Ensuite il nous dit le Vuitton Neverfull et Speedy, bien que plus accessible, c'est ça qui ont une forte demande et peuvent maintenir une bonne valeur, surtout les éditions spéciales. Là je suis complètement d'accord, effectivement les éditions spéciales on peut les revendre à un bon prix, voire à un prix proche du neuf, voire plus cher si c'est, j'en sais rien moi, les éditions Murakami, ce genre de choses. Même certains trucs édition Kusama qui sont vendus assez vite et tout ça. En revanche, sur les classiques, non, là ça va quand même un peu décoter. Sur la toile enduite basique, franchement, bof. Après, l'avantage qu'a Vuitton, c'est que Vuitton fait énormément d'éditions limitées, tout le temps. Il y a tout le temps des collections capsules, beaucoup de partenariats avec des artistes, etc. Et donc ils ont énormément d'éditions limitées. Donc après, plus il y en a, et moins quand même je pense que que ça a un public et que ça génère beaucoup de demandes. Donc à mon avis, c'est les gens ils se disent c'est rare, je veux le revendre plus cher. Par contre, est-ce qu'il y a les acheteurs derrière? Sur certaines collections type Murakami, je pense que oui. Par contre, sur d'autres choses, ou les Koons et tout ça, là, oui. Mais sur d'autres trucs, notamment récemment, où vraiment là, des collections capsules, en fait, pour moi, chez Vuitton, toute l'année, c'est un enchaînement de collections capsules. Donc c'est un enchaînement de sacs en édition limitée. Donc je suis pas sûre que ça fasse gagner autant de valeur que ça, parce qu'en fait, il y en a tellement des trucs qui sont rares, entre guillemets, ou discontinués, tout ça, que je pense que c'est quand même un poil contre-productif, et je suis pas sûre qu'on retrouve ces petits en vendant. Mais bon. Continuons. Ensuite, ça nous dit le Lady Dior. Ce modèle iconique est recherché, surtout en édition limitée ou collaboration artistique. Alors pareil, comme pour Vuitton, effectivement, parce que sinon, un Lady Dior basique, pas édition limitée, ça se revend relativement mal par rapport au prix neuf. Déjà, neuf, moi je trouve que Dior, c'est trop cher par rapport à la... comment dire, à la désirabilité de la marque actuellement, en plus avec le pseudo-scandale, voilà. Mais donc moi j'aurais pas mis le Lady Dior dans cette liste. Après c'est un sac iconique certes, mais est-ce que c'est un bon investissement? Parce que même les éditions limitées, enfin je trouve, après c'est un sac qu'on voit pas beaucoup, je trouve il n'y a pas tant d'unboxing que ça sur les réseaux de Lady Dior, enfin surtout sur les chaînes françaises, où enfin c'est les unboxings qu'on a, c'est les basiques, les noirs, les classiques, les couleurs... je sais pas, il y a peut-être, je crois Margot elle en a un bleu, Marie-Cat elle en a un noir, ou Marie-Cat elle en a deux, elle a peut-être un noir, un rose, ou un rouge, un peu verni là. Mais sinon, les éditions limitées, enfin puis c'est tellement cher en fait, je pense qu'on n'a pas les moyens sur les chaînes françaises. Lovely Little Boxes, je pense que c'est celle qui a la collection la plus ouf, mais est-ce qu'elle a du Dior? Ah je sais pas, j'arrive pas à visualiser comme ça sa collection, elle a énormément de modèles. Parce que c'est celle qui pourrait peut-être avoir quelques trucs comme ça, mais bon moi je trouve que c'est pas forcément très désirable, donc quand bien même c'est une édition limitée, si elle est pas désirable, bon bah vous allez pas la vendre plus cher, donc bof. Et là on finit avec deux propositions pour moi à côté de la plaque de l'enfer, vraiment de l'enfer. Balenciaga Hourglass, ce sac a gagné en popularité ces dernières années et pourrait devenir un bon investissement à long terme. À quel moment? Le sac il était populaire il y a 3 ans peut-être. Quand il est sorti, il est sympatoche, moi je l'aime bien en plus, mais juste non, enfin c'est pas un bon investissement. Balenciaga de toute façon, à part éventuellement le City qui revient régulièrement sur le devant de la scène, mais qu'on peut quand même trouver à des prix intéressants en seconde main, le Hourglass, en bon investissement, là, je comprends pas. Et autre, le dernier truc, c'est, tenez-vous bien, Bottega Veneta cassette. Avec l'essor de la marque, ce modèle a le potentiel de devenir un classique. Alors qu'il devienne un classique, peut-être, mais pour moi pareil, ça c'était un sac ultra populaire pendant le Covid, donc il y a 4 ans, il n'y a plus personne qui l'achète ce sac, et en plus je sais pas s'il n'est pas discontinué par la marque. Parce que quand j'avais été en outlet en Italie il y a 2 ans, il y en avait, non, il y a 1 an, il y en avait énormément dans l'outlet. Donc en général c'est que c'est pas un bon signal en termes de pérennité du modèle en boutique. Pour moi vraiment ce sac, enfin chez Bottega Veneta, en bon investissement, moi j'aurais peut-être plutôt mis un Andiamo, surtout qu'en plus le cassette, enfin si c'est la version avec la grosse chaîne, après il y a plusieurs versions, mais c'est un sac qui est quand même très marqué, le matelassé là, enfin l'entrée de château est hyper gros et tout. Autant peut-être un Jody chez Bottega qui a un bon investissement, mais là vraiment je suis pas d'accord, donc
Voilà pour ça, et donc qu'est-ce qu'il nous dit en bon investissement 2025? Voyons. Donc bon, on a toujours Kelly, classique flap, Birkin, classique, ok. Ensuite il nous dit Louis Vuitton, les modèles avec les collabs, bah, c'est ce que je vous disais, les modèles collaboration limitée, donc Murakami, Kunz, bah, ceux dont je vous ai parlé, donc on est d'accord, ça c'est des choses qui sont un peu immuables, c'est des collections tellement mythiques que forcément ça ne peut que continuer à augmenter, quoi. Surtout que ça devient plus rare, parce que c'est des collaborations qui ont... bah, Murakami, ça a 20 ans. Ouais, ça a 20 ans, je crois que c'était 2003. Kunz, ça date aussi, hein, je pense que ça a au moins 10-15 ans, je sais plus exactement, mais c'est assez vieux. Donc c'est des choses, maintenant, quand vous en cherchez, les prix, ils explosent, vraiment, ils explosent. Et là où pareil, là, ça part en cacahuète, il nous dit le Dior Saddle. Alors, est-ce qu'il va y avoir une hype? Il dit ce modèle a fait un retour en force et pourrait continuer à prendre de la valeur. Alors peut-être. Après, pareil, ça, c'est un modèle qui c'est cyclique. C'était très à la mode au début 2000, c'est revenu à la mode toujours pareil, un peu au moment du Covid, là, il me semble en 2010, par là, c'était la hype de ouf. Mais là, pour moi, c'est un peu trop tôt pour qu'il revienne, en fait. Il va pas revenir tous les 3-4 ans, enfin, donc moi, je suis pas complètement d'accord. Ensuite, ça nous dit les sacs Valentino Garavani. Moi, pour moi, ces sacs-là, ils sont sympas, mais c'est pas des bons investissements, c'est des sacs. Déjà, c'est une marque, il me semble, qui fait des soldes, je crois. Je suis pas complètement sûre, mais je crois. Et c'est des choses qu'on peut trouver en outlet, c'est des choses qu'on peut trouver vraiment moins chères. Et en seconde main, ça part, enfin, je veux dire, ça garde pas une valeur de ouf. Donc. Ensuite, Bottega Veneta, de manière générale, comme le Jody qui sont populaires. Donc oui, là, oui. Le Jody et surtout le Andiamo Clutch et le Hop. Qui je trouve là c'est vraiment ceux qui sont voilà, et en plus c'est des modèles je trouve complètement intemporels, enfin bien plus intemporels que par exemple le K7 ou même que le Jody. Je trouve que Andiamo et Hop c'est plus intemporel, mais donc pourquoi pas, surtout avec une éventuelle vibe des gros sacs qui reviendraient, bon on dit ça tous les ans mais il y a un moment avec le Margot 2 € et tout ça revient, donc pourquoi pas. Ensuite ça nous dit les sacs Céline. Les designs de Phoebe Philo comme le luggage tote restent prisés. Alors oui et non, oui, mais enfin c'est quand même pas ce dont on entend le plus parler. Et bah ça fera plaisir à Hedi Slimane, ce petit blabla sur 2025. Moi je pense que quand même si on est saoulé chez Céline, faut quand même rester à mon avis sur le classique, le Triomphe. Mais de là à dire que ce sont des bons investissements, après je trouve le Triomphe, on va dire classique, s'il est bien entretenu, ça perd quand même pas trop sa valeur en seconde main, je trouve, alors que le luggage et tout, on peut faire des bonnes affaires. Luggage, Belt, enfin ceux de l'époque Phoebe Philo, là en seconde main, les prix sont quand même relativement bas, hein, donc je suis pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Et on finit avec Tory Burch et Coach. Alors c'est là qu'on voit que ChatGPT est un truc américain, parce que pour moi, Tory Burch et Coach, c'est pas des marques de luxe, c'est des marques... Alors, Coach c'est premium et Tory Burch je dirais que c'est premium plus, que c'est quand même, pour moi c'est un petit peu plus haut de gamme que Coach. Après Coach là ils ont une méga hype avec un sac. Ils ont sorti un sac qui ressemble un peu au Margot de Zero. Et donc c'est qui marche vachement bien, mais donc pour un prix moindre, je sais plus, mais ça doit être autour de 1000 € max, parce que Coach c'est quand même une marque qui est, je sais pas, moi pour moi c'est un peu l'équivalent en français, ce serait, je sais pas, un truc genre Le Tanner par exemple, une marque de ce style là. Et Tory Burch, là, je connais pas, mais moi, pour moi, enfin, en tout cas, en France, c'est une marque dont on entend assez peu parler, pas très désirable, sans plus. Par contre, je suis étonnée que ça nous parle pas ni sur 2024 ni sur 2025, justement, de Zero. Comme quoi, je pense qu'on n'a pas assez de recul sur cette marque pour dire que c'est un bon investissement. Hein, mais bon. Donc voilà pour cette partie. Sur la partie investissement, donc vous voyez que je suis d'accord, on va dire, avec la première moitié de la liste qui est pour moi pertinente. Donc en gros, les classiques, la Trinité Hermès, Chanel Classic Flap, même si on sait que ça perd quand même beaucoup, et les éditions limitées Vuitton, là, ok. Par contre, après, sur le reste de la liste, à chaque fois, moi, je trouve que c'est un hors-sujet. Mais bon. On continue avec, donc, l'autre question que j'ai posée, c'est quels sont les sacs de luxe les plus tendances, donc en 2024, en 2025. Donc, on va voir, est-ce qu'on a quelque chose de pertinent ou pas, enfin, ce que j'en pense. Et là, vous allez voir que, autant sur l'investissement, ça prend pas trop de risques. Enfin, je veux dire, on a quand même les 3 marques, les classiques, où c'est un peu la base, on va dire. Par contre, là, sur les sacs tendances, honnêtement, je pourrais pas vous dire comme ça, les sacs tendances de 2024, c'était ça, et je pense que les sacs tendances de 2025, ce sera ça. Enfin, j'ai pas la capacité de faire ça. Mais les sacs qui sont proposés dans la sélection, pour moi, quasiment tout, c'est du hors-sujet. Donc, il y en a 6. Donc, pour 2024, ça nous dit le Chanel 22. Ce modèle a pris de l'ampleur avec sa silhouette chic et ses détails raffinés, tout en restant fonctionnel. Après, on est sur du sac tendance. C'est vrai que j'aurais peut-être pu lui demander les hit bags. Est-ce que ça m'aurait dit la même chose ou pas? Ça aurait pu être intéressant, mais bon, bah, trop tard, j'ai déjà fait ma section, je ne vais pas refaire. Le Chanel 22, bah, donc, est sorti en 2022. Là, on est en 2024.
on l'a quand même beaucoup vu, et surtout il y a eu un modèle petit qui s'est décliné avec un peu avec des perles, des petites bandoulières, enfin un peu des petits charmes et tout, vu que c'est quand même la grosse mode, enfin les charmes là qui reviennent un peu à la mode. Mais moi, pour moi, c'est pas un sac qu'on a beaucoup vu. Après, très honnêtement, je serais bien embêtée de vous dire le sac tendance 2024 chez Chanel. Parce qu'il y a eu celui qu'on appelle le Kelly chez Chanel, mais je pense que ça, c'est plutôt quelque chose qui est sorti l'année dernière. Mais peut-être j'aurais peut-être mis plus lui quand même. Mais c'était peut-être un sac plutôt 2023, j'ai un doute. Je sais pas, le temps passe vite, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Mais honnêtement, pour moi, le Chanel 22, vraiment, en petit modèle, pourquoi pas, mais de là à dire que c'était le sac Chanel tendance, pour moi, le sac Chanel tendance, c'est toujours le même, hein, c'est toujours le timeless finalement qu'on voit un peu tout le temps. Est-ce qu'il y a eu autre chose cette année? Franchement, je suis un peu mitigée, je sais pas si je suis d'accord ou pas, en fait. Parce que vraiment, je serais pas capable de dire c'était quoi le sac Chanel tendance cette année. Ensuite, ça nous dit le Louis Vuitton coussin. Alors là, je suis pas d'accord. Le coussin, pareil, c'était à la mode il y a... franchement, pour moi, ça a jamais été un hit bag. On l'a vu un peu, mais pas de ouf. J'ai l'impression que c'est un sac qui a marché, mais sans devenir un hit bag de ouf. Franchement, bof. Moi, pour moi, le sac... le Vuitton de cette année, c'est comme pour l'année dernière. Enfin, c'est genre le Speedy. Enfin, depuis que Pharrell, il l'a revisité. Moi, franchement, là, j'aurais dit... Ouais, je pense que c'est pas très original, mais... je pense que j'aurais plutôt dit un Speedy, en fait. Donc non, pour moi le coussin c'est c'est un peu comme le Capucine ou le Go 14 là, c'est des sacs qui sont sympas, mais pour moi qui n'ont jamais passé le cap du hit bag en fait. Donc dire que c'est le sac tendance, c'est quand même le numéro 2 en sac tendance de 2024. Non en fait, bof. Ensuite, vraiment le Dior 30 Montaigne. Ce sac classique fait un retour en force apprécié pour son élégance intemporelle. Alors c'est pas le modèle me déplaît pas plus que ça, je le trouve sympa. Trop cher pour ce que c'est, comme tout chez Dior, enfin comme tout dans toute la sélection dont on parle, mais bref, je trouve d'autant plus chez Dior parce que pour moi ça perd trop en valeur. Pareil, ce sac, moi j'ai pas l'impression d'en avoir spécialement entendu parler en 2024, j'ai pas eu l'impression qu'il était spécialement sur le devant de la scène, enfin pour moi, clairement, cette année, les sacs Dior, ils étaient pas du tout sur le devant de la scène, enfin bof, sans plus. Donc non, je suis très mitigée sur cette sélection. On continue avec le Bottega Veneta Jody. Pareil, pour moi, cette année, c'était le Andiamo et le Andiamo Clutch, qui étaient au taquet, et un peu le Hop, qui était au taquet chez Bottega cette année, mais 100% même déjà en 2023. Pour moi, le Jody, alors c'est un sac qui est très très à la mode, et ça pourrait devenir vraiment un intemporel, parce que je trouve le sac sympa, mais plus, voilà, on en parle depuis 3-4 ans, et il a jamais vraiment perdu en popularité, mais je dirais pas que c'était le sac tendance de 2024 de Bottega, clairement pas du tout, vraiment je suis pas trop d'accord avec ça. Et ensuite, ça nous dit, bon, Hermès Kelly Birkin, oui, même si je trouve que cette année on a beaucoup vu le picotin, je trouve que le picotin a eu une grosse hype. Bon, j'en ai acheté un, j'ai l'impression que les youtubeurs français, là, les youtubeuses françaises, on s'est toutes acheté un picotin récemment finalement. Mais pour moi, Birkin et Kelly, voilà, ça fait un moment que c'est sur le devant de la scène, pareil, ça fait plusieurs années. Donc oui, forcément, c'est des sacs qui sont tendance. Mais chez Hermès, je dirais que ouais, peut-être un sac qui a été un peu plus populaire cette année, je dirais que c'est plus le picotin en fait. Et enfin, le truc qui nous ressort, le Balenciaga Hourglass. Alors, est-ce que Balenciaga filait de la thune à ChatGPT pour apparaître dans ce genre de classement? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Honnêtement, je ne sais pas. Oula. Je ne sais pas comment ça mouline, comment ça marche, comment ça fait le classement. Mais non, en fait, chez Balenciaga, pour moi, cette année, pareil. Pour moi, cette année, Balenciaga, il n'y a pas eu un sac tendance à part le petit retour du City. Mais c'est tout, en fait. Juste le Hourglass, pas du tout. Mais en 2024, pour moi, vraiment pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi il nous met le sac dans le classement. Ça me semble hors sujet, vraiment hors sujet, mais bon. Et donc, on passe au sac tendance 2025 d'après ChatGPT. Voyons qu'est-ce qui nous sort, est-ce qu'on va encore un peu halluciner? Il nous recolle le Chanel 22. Non, en premier en plus. Est-ce que vraiment le Chanel 22, il va être tendance à un moment? Vraiment tendance. Après, c'est vrai qu'on le voit peut-être pas mal sur les chaînes américaines et tout. C'est vrai qu'il faut pas penser, enfin je veux dire ChatGPT c'est une recherche mondiale et tout, donc peut-être que moi mon a priori il est un peu biaisé, même si je regarde quelques chaînes anglaises et américaines, mais pas non plus de ouf, peut-être que je me rends pas compte que ce sac au niveau mondial, il a hyper bien marché de fou. Honnêtement en France, moi quand je me balade dans Paris, je le vois pas ce sac. C'est très rare que je vois quelqu'un avec ce sac, ça arrive,
mais en général, les gens, s'ils ont des Chanel, bon, ils ont des classiques flap ou des 2,55 ou plutôt ce genre de modèle-là. Honnêtement, des 22, moi je vois vraiment pas tant que ça, donc ça m'étonne. Mais bon, après, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, vraiment, le Chanel 22, c'est un sac vraiment tendance? À chaque fois, ça me l'a classé numéro 1. Donc le sac tendance, là, de ces 2 dernières années, enfin de l'année en cours et de l'année prochaine, je suis mitigée. Ensuite, bon, évidemment, ça nous ressort Kelly Birkin, donc j'en reparle pas parce qu'on en a parlé 50 fois. Et pareil, ça nous refout, bah, il s'est pas foulé là, le truc, hein. Ça nous refout le saddlebag. Alors pareil, le ChatGPT adore le Balenciaga Hourglass et le saddlebag, on sait pas pourquoi. Alors peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu redondant cette vidéo conclusion, mais c'est comme ça. Le saddlebag, peut-être qu'il va revenir encore, qu'il va y avoir un sursaut de hype, mais pour moi c'est trop tôt. Vu qu'il était très à la mode il y a 3-4 ans, c'est trop tôt pour qu'il revienne déjà en fait. Vraiment, on va dire en hit bag comme ça l'a été en 2020, là 2019-2020. Je pense pas. En plus avec le scandale qu'il y a eu chez Dior, je pense pas que Dior il nous ressorte un truc là sur le devant de la scène. Enfin, ça me paraît un peu tôt. Bah, même si on n'a pas encore le fin mot de cette histoire où il y a une enquête en cours. Enfin, moi j'ai pas vu en tout cas de retour précis là-dessus. Mais bon, en tout cas, ouais, voilà. Et le numéro 4, c'était le Hourglass. Non mais on arrête avec le Hourglass. ChatGPT, c'est non, le Hourglass, c'est non. C'était pas tendance en 2024, c'était pas un investissement en 2024, ce sera pas tendance en 2025. Enfin, peut-être que je me trompe, là, ça se trouve, le sac qui va exploser de ouf en 2025 et vous direz, putain, la meuf, elle a pas eu le nez creux du tout. Mais moi, attendons de voir, mais j'y crois pas. Hein. Et donc, enfin, ça nous dit le Keepall de Louis Vuitton. Alors là, je suis assez d'accord parce qu'il y a plein d'éditions limitées, donc ça nous dit toujours un classique, mais avec des éditions limitées et des collabs qui le rendent encore plus désirable. Moi, c'est vrai que c'est un sac qui me fait grave de l'œil, je le trouve super, en version 25. Donc c'est les collections hommes. Je trouve assez pertinent pour le coup qu'ils nous mettent un sac homme. Donc sur les tendances 2024, en Vuitton, ça nous avait mis le coussin, où je trouve que c'était hors sujet. Par contre, sur 25, nous mettre le Keepall, qui est quand même un sac, ça ressemble un petit peu au Speedy, c'est la version homme, mais version un peu plus petite, un peu plus sportswear, mais je trouve oui, et en fait avec les déclinaisons des collections Pharrell, je trouve que vraiment il l'a décliné en cuir, sur plusieurs toiles enduites et tout, vraiment, Vraiment, c'est hyper beau ce qu'il a fait et c'est vraiment très très désirable. Donc là, pour le coup, je suis plutôt d'accord. Je trouve ça plutôt audacieux, entre guillemets, de mettre ce sac-là pour Vuitton dans la sélection. Et je trouve qu'effectivement, on est sur quelque chose. Je pense que vraiment, sur 2024, pour moi, il aurait dû mettre le Speedy, comme je dis, toujours pareil avec les éditions Pharrell. Et je trouve que quand même ces derniers temps, ce qui est marquant chez Vuitton, c'est ce qui ressort de la collection homme, bon, même si c'est mixte, enfin, en gros ce que fait Pharrell. Après, il fait défiler des femmes et il a eu notamment Rihanna en égérie. Mais tout ce qui est les Speedy, P9, etc., c'est des sacs unisexes, c'est pas des sacs spécifiquement pour hommes. Donc en fait, il fait... Enfin là, moi, c'est où je trouve ça devient compliqué là à bien comprendre ce qui se passe chez Vuitton, parce que certes, c'est le directeur artistique homme, mais il fait des sacs unisexes, il fait défiler des femmes, il fait des sacs clairement qui sont assez féminins et tout ça. Et à côté de ça, les collections Guéquière, il y a des choses super, Guéquière, bon je sais toujours pas comment ça se prononce, donc reprenez-moi ou pas, on s'en fout. Je trouve que c'est moins marquant, les choses sont moins marquantes, il y a des trucs super. Après j'adore toujours les collections pop, les collections by the pool, les trucs, enfin tous les collections pop-up et tout, j'adore. Mais je trouve que c'est des choses un peu moins marquantes et surtout qui sont un peu moins, comment dire, dont on parle moins. Après, est-ce que c'est pas mieux justement qu'on en parle moins, parce qu'il y a aussi ce petit... le fait que, enfin, la surpopularisation, oui. La surpopularisation, le fait que ce soit devenu hyper mainstream, et c'est sûr que Pharrell, ça apporte clairement du mainstream à Vuitton à 100%, et on en parle encore plus et tout, donc on le voit encore plus partout, et donc ça fait aussi baisser l'attrait du truc, mais vu que c'est souvent des collections limitées, et des choses où il y a peu de pièces, il y a quand même une désirabilité, même si on voit quand même, on est quand même abreuvé de luxe partout. Ça n'a pas trop sens ce que je dis, mais j'espère que vous me suivez, bref. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, effectivement, moi je trouve que ce qui est marquant depuis que Pharrell est arrivé, ce qui est marquant chez Vuitton, c'est Pharrell en fait. C'est les collections Pharrell. Pour les sacs, je m'intéresse pas vraiment au prêt-à-porter, donc je me rends pas compte. Mais voilà, la collection western et tout, je trouve ça a été hyper marquant. Honnêtement, sur les collections femmes, là je pourrais pas vous dire un truc qui a été marquant. Un modèle qui a été marquant. Une nouveauté marquante, là, bof, en fait, non. Même s'il y a des choses que je trouve jolies, est-ce que de là à dire que c'est marquant, non. Donc là, pour le coup, je suis assez d'accord avec ça. Et donc, ChatGPT finit en disant « Les matières durables, les créations artisanales devraient aussi gagner en popularité, reflétant une tendance vers la mode éthique.
Les sacs personnalisés ou sur mesure pourraient également faire leur apparition, permettant aux clients d'exprimer leur individualité. Oui, bon, ça après, il y a déjà des marques qui proposent. Effectivement, c'est très à la mode. Donc oui, bon, ce qu'il dit là, c'est un peu... Là, c'est un peu, on sort les bruits violons et on te met un truc... éthique, durable, machin, on a mis les 3 mots-clés, on a secoué, on a fait la phrase avec. Mais voilà. Enfin bon, donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Alors, je trouve vraiment la sélection ultra déconnante sur les sacs tendance, vraiment déconnante, enfin quasiment, enfin surtout sur les 2024 là, c'est un peu hors sujet. J'ai presque envie de vous dire que je referai peut-être une recherche comme ça de ChatGPT avec les mêmes critères dans quelques mois pour voir si ça me ressort la même chose. Ce sera drôle, je ferai pas forcément une vidéo, mais juste pour moi, ce sera drôle. Et j'ai beaucoup aimé faire ça, donc je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos. Faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je pourrais demander à ChatGPT, parce que c'est quand même très drôle, pour voir, parce que là, quand même, on voit que, enfin, moi, je suis... Après, dites-moi, c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque, mais vraiment, on verra bien. Limite, on pourra faire un bilan l'année prochaine. Quels seront les vrais sacs tendances de 2025, parce que là, bah, en même temps, ce qu'il dit pour 2024, bon, on est fin octobre, donc a priori, on a quand même la plus grosse partie de l'année qui est passée. Il devrait nous dire quelque chose de quand même relativement pertinent, et moi je trouve que ce qu'il dit, c'est pas du tout pertinent. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez, surtout le Chanel 22, le Hourglass, tous ces trucs, le Saddle, qui pour moi sont hors sujet, vraiment hors sujet. Peut-être moins le Chanel 22 que Hourglass et Saddle, mais bon quand même. Donc le coussin aussi, sérieux, ce sac, il a intéressé personne, non? Enfin, bref. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!